Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui avec un cas clinique. Je suis Marine Bertrand, experte en fatigue chronique, médecin et patiente experte Covid. Je vous partage mon écran et on commence tout de suite. Voilà pour le premier cas clinique. On va parler d'une femme de 45 ans dans la profession d'être cadre supérieur. Le contexte est que, en effet, c'est une femme très active, sportive. Elle n'a pas d'antécédent médical particulier, hormis dents de sagesse et appendicectomie, donc on va dire plutôt rare. Voilà. Elle va raconter en tout cas dans l'interrogatoire, elle va vous dire: Ah, mais je me sens épuisée tout le temps, en fait, même après une bonne nuit de sommeil, c'est comme si en fait je n'avais pas récupéré. Je suis tout le temps épuisée. Puis j'ai du mal aussi à respirer, hein, comme si j'avais couru en fait un marathon alors que je suis vraiment juste en train en fait de marcher. Ça commence à me faire peur en fait. Et puis elle va continuer en vous disant Ah, mais j'ai des douleurs en fait dans les muscles, dans les articulations. Parfois, je ne peux même plus tenir un objet en fait sans ressentir une douleur intense. Et puis alors vraiment, j'ai du mal à me concentrer, à me souvenir des choses, hein. Ouais, mon esprit, enfin, je sais pas ce qui se passe, il est vraiment complètement embrouillé. J'arrive plus à travailler en fait, puis j'arrive plus à faire des tâches toutes simples. Des fois même, pour faire la cuisine ou, pour pas oublier, de faire certaines choses, ça devient compliqué en fait. Donc, quand on reprend en tout cas sur cette anamnèse-là, elle va vous dire que c'est apparu en fait en quelques semaines suite à une virose Covid-19 qui était a priori pas compliquée du tout. Elle décrit vraiment cette asthénie extrêmement prononcée en fait au quotidien, entraînant vraiment l'arrêt de ses activités sportives. Alors que c'était voilà, une dame qui était plutôt très dynamique. Et puis au niveau de professionnel, un vrai impact en tout cas sur son travail, avec le retard dans les projets, toutes ces organisations qui sont perturbées, elle n'arrive plus en fait à s'organiser. Et puis elle vous décrit vraiment cette scénie habituelle, la Disney en montant en fait un étage chez elle, donc ça fait un stade de NYHA entre 2 et 3, pas anodin quand même. Des myalgies, des arthralgies, des troubles mésiques, des troubles de planification, et vraiment aussi cette céphalée en fait, et céphalée inhabituelle, elle n'est pas du tout connue pour être migraineuse, quoi d'autre, il n'y a pas d'antécédents familiaux, enfin, que c'est vraiment, voilà, ça commence à l'inquiéter. Et puis, des vrais troubles du sommeil, des fois elle a du mal à s'endormir, des fois elle dort, mais elle se réveille épuisée en fait le matin, donc voilà, elle comprend pas trop ce qui se passe. Donc, vous allez forcément faire un examen physique. Donc, tout est normal, hémodynamique, cardio-pulmonaire, neurologique, musculo-squelettique. Vous n'allez pas trouver en fait grand-chose. Donc, dans ce cas-là, il y a voilà, un certain nombre d'hypothèses qui vont probablement voilà, émerger dans tout ça. Vous allez penser forcément, voilà, priorité les plus graves, les plus urgentes, l'embolie pulmonaire, toutes les cardiopathies, toutes les pathologies métaboliques, infectieuses, inflammatoires, néoplasiques, bien sûr les troubles psychiatriques. Et puis toutes les autres causes, voilà, qu'on peut commencer en tout cas à lister. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis après, vous dites, bah, va quand même falloir que je fasse un examen complémentaire, donc examen complémentaire simple de première intention au niveau biologie, hein, donc avec NFS, CRP, la ferritinémie, plaquettes, un iono, une électrophorèse des protéines, voilà. Donc je vous ai listé un petit peu ce que vous pourriez demander, on va dire en première intention, hein, on va dire un petit peu de débrouillage, hein, en fonction de ces hypothèses qu'on a évoquées. Et puis, la biologie revient normale. Vous pouvez faire un ECG, mais qui va revenir normal. Le scanner tape, il ne se passe pas grand-chose. Alors, tant mieux, on va dire, dans un sens, mais voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et le scanner, heureusement thoracique, était tout à fait rassurant. Donc là, on va commencer à éliminer un certain nombre d'hypothèses diagnostiques, bien sûr l'embolie pulmonaire, le diabète, l'insuffisance rénale, hépatique, toutes les pathologies infectieuses, que ce soit mononucléose, hépatite VIH. Donc voilà, si vous faites des sérologies, pathologie néoplasique, hein, alors, il y a forcément autre chose à faire, mais ça quand même, voilà, ça permet de l'écarter. Hypotension orthostatique si vous avez fait au cabinet. Et puis, voilà, comme elle ne prenait pas de médicaments, a priori, c'est pas tout ce qui est médicaments, on va dire, et traitements.
La grossesse, voilà, au niveau bio, même si elle avait 45 ans, c'est toujours des choses on va dire, un peu à évoquer, mais voilà, BTHCG négatif. Et donc, dans un deuxième intention, une fois que voilà, tout est revenu, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire en fait en cabinet. C'est un certain nombre d'échelles en fait qui sont très très facilement accessibles et qui sont assez rapides en fait à remplir. Donc, on a l'échelle d'Epworth. Donc, ça c'est pour tout ce qui est bilan d'apnée du sommeil. Donc, en fonction du score, on aura en tout cas des indications. Le questionnaire de Nijmegen, donc lui très intéressant pour tout ce qui est syndrome d'hyperventilation respiratoire, hein, comme elle vous disait qu'il y avait cette problème de Disney, cette angoisse. Donc, ça peut être assez pertinent et c'est assez rapide, on va dire, à réaliser. L'échelle HAD, donc pour tout ce qui est score d'anxiété, de dépression. L'échelle de fatigue, hein, de Schalder, qui peut voilà, vous donner aussi des indications et vous servir un petit peu de référence. Et puis, bah, pour tout ce qui est troubles cognitifs, parce qu'en effet, elle avait l'impression de perdre, voilà, le MOCA, qui est voilà, une échelle qui peut se faire aussi en consultation. Et donc, vous allez demander les examens complémentaires, voilà, pour vous dire, bah mince, on va quand même aller chercher un petit peu plus. Donc, au niveau thyroïdien, donc T3, T4 livres, que la cortisolémie salivaire, la cortisolurie. On peut rechercher aussi des carences, un bilan immunologique, on va dire, un peu de dépistage pour tout ce qui est pathologie auto-immune. Et puis, bah, voilà, comme se poser la question éventuellement d'une IRM cérébrale. Alors après, plus ou moins consultation, après, soit vous, soit le neurologue, mais prévoir la consultation auprès d'un cardiologue, d'un neurologue, d'un pneumologue, psychiatre. Voilà. Donc ça, c'est des choses plutôt classiques. Et donc là, on va continuer, on va dire, à éliminer un certain nombre de choses. Donc voilà, les consultations reviennent normales. On peut éliminer tout ce qui est aussi cardiovasculaire. On va pouvoir éliminer toutes les hypothèses, le reste des hypothèses, on va dire, métaboliques dans les dysfonctionnements thyroïdiens et surrénaliens. Toutes les pathologies, au moins, on va dire les principales, hein, parce que là, faut faire attention, mais voilà, au moins les principales. Pareil pour tout ce qui est troubles du sommeil. Une fois que vous avez le bilan, on peut de toute façon réorienter si c'est négatif. Il n'y a rien de plus à faire. La consultation psychiatrique étant rassurante, on peut l'éliminer. Et puis ça, voilà, pareil pour tous les problèmes de troubles d'attention, et de troubles du spectre autistique qui peuvent chez l'adulte apparaître en tout cas différemment. Donc il vous reste, on va dire, des pathologies qui sont un petit peu plus rares. Donc en troisième intention, bah, souvent c'est ce qui est fait, hein. C'est la consultation auprès d'un interniste pour avoir un bilan auto-immun complet, éventuellement un PET scan cérébral qui va nous donner en effet un certain nombre d'informations. Donc le bilan interniste, lui, va pouvoir voilà, dépister toutes les maladies, on va dire, auto-immunes un peu spécifiques. Et puis il va vous dire, bah, ça peut être en effet des hypothèses, une fois qu'on a éliminé toutes les autres, un Covid long, un syndrome de fatigue chronique ou une encéphalomyélite myalgique. Et le PET scan, en tout cas cérébral, va pouvoir retrouver des zones d'hypométabolisme cérébraux qui, au niveau maintenant des études, sont assez significatifs pour expliquer en fait un Covid long. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le Covid long. Il y a deux entités en fait à définir. Moi, je vais surtout me centrer en fait sur la deuxième. C'est principalement celle-ci en fait, souvent que vous voyez en consultation. Donc, en effet, en post-Covid, il y a deux entités à différencier. La première, donc, c'est tout ce qui est des complications qui sont liées en fait aux lésions d'organes en phase aiguë ou en rapport en fait avec des complications après des traitements. Et puis il y a la deuxième, c'est vraiment cette persistance de symptômes malgré une présentation, on va dire, initiale qui est légère, sans réelle lésion en fait organique. Et donc pour ça, la définition en fait OMS du Covid long, c'est vraiment chez les personnes ayant eu une nouvelle infection confirmée ou probable par un coronavirus, généralement 3 mois après l'apparition en tout cas de leur infection, des symptômes qui durent au moins depuis 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ce déroulé et d'être sûr qu'on a bien éliminé en fait toutes les autres pathologies. Pour ce qui est de la prévalence, alors par l'OMS c'était 10-15% en tout cas des personnes infectées. De temps en temps on monte des fois sur certaines études jusqu'à 30. Ça fait 11,5 millions de personnes. On en a 250 000 à 300 000 en France, hein. Donc il y a pour l'HAS 10% au moins des personnes qui ont encore des signes en fait 6 mois après l'infection.
Donc là, c'était l'étude de l'Agence nationale en fait, de santé publique France. 30% pardon, des personnes ayant une infection par le SARS-CoV-2 présentaient des critères d'un Covid long. Donc ça, c'était juillet 2022. On a principalement des femmes, des personnes qui sont extrêmement actives en fait, qui ont souvent eu une infection initiale qui est complètement modérée. Ça se manifeste assez facilement sur des terrains, en tout cas atopiques. Alors heureusement, il y a quand même, dans la majorité des cas, 80% d'amélioration des symptômes, en tout cas à 1 an. Mais là, nous sommes maintenant à 3-4 ans. Il y a encore des personnes qui peuvent manifester, en tout cas, tous ces signes. Au niveau des symptômes, on a une vraie discordance en fait de corrélation entre la sévérité en tout cas initiale et les symptômes résiduels. D'accord? C'est vraiment très très polymorphe, extrêmement fluctuant, ça va varier en tout cas d'un jour à l'autre. Donc il y a des gens qui vont pouvoir vous dire ah ben non mais là ça fait 3 semaines ça va bien et là mais je suis épuisée en fait, j'en peux plus. J'ai essayé de reprendre mon activité mais franchement j'y arrive pas du tout en fait. Donc il y a vraiment ces choses-là qu'on peut retrouver. Et il y a vraiment ce problème d'atteinte en fait du système nerveux autonome. Donc le signe majeur, clairement, c'est l'asthénie, hein. Vraiment pour des gestes de la vie quotidienne qui pourraient être complètement aberrants, c'est-à-dire voilà, se doucher. C'est vraiment, ça peut être extrêmement handicapant. Il y a des gens qui peuvent mettre 1 heure à 1 h 30 en tout cas pour prendre leur douche et le temps de récupérer en fait après pour s'habiller. Donc ça, c'est vraiment le signe le plus important. Et au niveau des signes, en tout cas cardiovasculaires, qui peuvent être très invalidants et très limitants, hein, donc ça c'est sûr. On a parlé de la dyspnée, hein, de repos, d'effort modéré, donc avec ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation respiratoire, les tachycardies en effet inexpliquées, hein, tous les signes dysautonomie, d'hypotension orthostatique, de tachycardie orthostatique posturale, les malaises post-effort, les problèmes de sueur chaude, des douleurs thoraciques, ça c'est des choses qu'on peut retrouver assez facilement. On a aussi tous les troubles neurosensoriels, donc que ce soit les troubles voilà, de mémoire, principalement de la mémoire antérograde, les troubles de concentration, avec vraiment un manque d'humour, c'est des gens qui vont dire ah, mais j'ai l'impression que mon cerveau, c'est un brouillard, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. J'arrive pas à aligner 2 mots. C'est vraiment compliqué pour suivre des conversations. Bah, des gens qui interagissent, en effet, dans plusieurs langues, qui disent bah, avant, enfin, j'étais bilingue, maintenant, c'est vraiment ça devient compliqué, en fait. Donc ça, on peut retrouver ça. Des troubles sensoriels, hein, comme la dysosmie, les dysgeusies, les parosmies, les acouphènes, les vertiges, hein, on peut avoir vraiment toutes ces choses-là, l'odynophagie. Des troubles du sommeil, des insomnies, des apnées aussi qu'on peut franchement retrouver. Bien sûr, irritabilité, anxiété, hein, qui peut être une cause, une conséquence, et des céphalées, hein, qui peuvent être assez importantes. On a un certain nombre de signes gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, des nausées, diarrhée, des pertes d'appétit, des ballonnements, des brûlures épigastriques. Au niveau musculo-squelettique, comme la dame l'évoquait, des douleurs musculaires, articulaires, des crampes, les sensations de fourmillement, d'engourdissement qui peuvent être en relation aussi avec un syndrome d'hyperventilation respiratoire, des signes cutanés, un prurite urticaire, des engelures, des fièvres, des frissons. Donc vous voyez comment voilà, on parle de quelque chose d'extrêmement, en tout cas, polymorphe. Donc, si on reprend au niveau des examens complémentaires qui peuvent en tout cas nous orienter, bien sûr, il y avait cette histoire de bilan neurologique, mais tout est souvent normal, hormis le PET scan qui peut montrer des zones d'hypométabolisme en tout cas, que ce soit dans les régions olfactives, au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe ou du trouble du tronc cérébral, hein, donc, qui est vraiment le centre de toute l'automatisation. Donc, si on a des lésions à cet endroit-là, il peut y avoir clairement des troubles de la respiration, du rythme, du sommeil, de la digestion, de la douleur, et puis des atteintes au niveau cérébelleuse. Au niveau cardiovasculaire, plus ou moins des tachycardies, mais voilà, le reste voilà, plus normal ou subnormal. Et au niveau du bilan biologique, voilà, on peut aussi avoir une normalité, subnormalité, avec de temps en temps troponines et des dimères qui peuvent être en effet augmentés sans qu'il y ait d'explication, on va dire, particulière. Donc le diagnostic positif, en effet, à l'interrogatoire, c'est des antécédents de Covid, c'est des signes multiples. L'examen clinique, vous n'allez pas trouver forcément grand-chose. Les examens complémentaires vont être vraiment peu contributifs. Donc là, c'est toute l'importance en fait d'éliminer tous les diagnostics différentiels. On peut céder des chaînes, en tout cas d'évaluation, qui vont pouvoir voilà, vous donner, on va dire, des critères un petit peu plus objectifs, hein. Donc ça, c'est toujours très, très important. Donc en conclusion,
Faut y penser en effet pour des hommes ou des femmes qui étaient actifs. Après une infection à Covid, il y a vraiment de multiples symptômes, une grande fluctuation en tout cas des symptômes d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Voilà, ça c'est assez significatif. Souvent c'est aggravé en tout cas par l'activité physique ou une activité cognitive ou émotionnelle, hein, des gens qui vont vivre en tout cas certaines périodes de leur vie un petit peu plus compliquées et qui vont se retrouver de nouveau extrêmement fatigués. Donc c'est vraiment une fatigue qui est complètement inhabituelle, hein. C'est juste voilà, un épuisement, c'est-à-dire impossibilité voilà, de faire autre chose, et des examens voilà, cliniques complémentaires qui sont normaux ou subnormaux. Donc, heureusement, les principaux diagnostics différentiels sont négatifs. Donc, ça, c'est vraiment, c'est là où voilà, moi, je mets une place à l'importance en fait de l'écoute et de la reconnaissance, en tout cas, de ces symptômes que ces personnes peuvent vivre. Et nous reverrons dans d'autres vidéos les possibilités, en tout cas, de remédiation. Très belle journée et puis à très bientôt.